C'est bon, Oui, on y une, arrive. une introduction très rapide pour laisser le maximum de temps à Pascal Clouer, notre invité du jour, de répondre à nos questions. Nous sommes dans le cadre d'un chantier de l'ICPC. Notre institut fonctionne par différentes formes d'activités, dont cette activité chantier qui a démarré en septembre de cette année et va courir en septembre de 2024 et va courir jusqu'en septembre de cette année, avec un objectif très précis qui est de, de, de préparer les élections municipales, non pas pour nous présenter nous, mais pour créer de la ressource pour les futurs candidats et candidates qui vont se présenter à ces élections l'année prochaine en matière évidemment de participation citoyenne. L'idée, c'est à la fois de faire le point sur les acquis de la participation depuis une vingtaine d'années, d'observer et d'évaluer les progrès, mais aussi les points sur lesquels J'ai l'impression que ça coupe. Ah, ça me rassure beaucoup parce que je pensais que c'était ma connexion. Bon, ok. Donc, je vais prendre la relève et bon, peut-être que Gilles Laurent, il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Euh, Effectivement, c'est le deuxième grand entretien de l'ICPC. On en a eu un premier avant Noël avec Fanny Lacroix, qui était maire de Châtel-en-Trièves et vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain, un troisième, qui sera avec Ombeline d'Agicourt le 27 janvier. Vous aurez tous les éléments, vous avez d'ores et déjà tous les éléments sur le site internet de l'ICPC, puisque en fait ces rendez-vous sont sur inscription. Euh, je peux peut-être donner la parole à David, qui est avec nous, qui est coprésident de l'ICPC. Peut-être pour nous présenter, est-ce que tu veux présenter Pascal Clouer? Je pensais plutôt présenter, parce que tu as commencé, Sylvie, je suis désolé, j'arrivais avec quelques minutes de retard. Plutôt l'introduction, moi, sur le cadrage du chantier, mais tu l'as peut-être déjà fait. Oui, Excusez-moi, je suis... Gilles Laurent a commencé à le faire. Donc, D'accord. bon, comme on a des petits problèmes de connexion, je vais continuer. Donc, Pascal Clouer, qui est notre deuxième invité pour ce grand entretien, a été de 2014 à 2020 adjoint à la participation citoyenne de la ville de Grenoble et depuis 2020, vice-président, alors l'intitulé exact est vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, donc la métropole grenobloise, en charge de la culture, de l'éducation et de la participation citoyenne. Dans le cadre de ce mandat, Pascal Clouer a impulsé la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat, parmi d'autres choses, bien sûr, une démarche d'interpellation citoyenne, et une agora avec des personnes primo-arrivantes. Voilà, ça fait quelques éléments qui ont pu être mis en place pendant le cours de son mandat. Professionnellement, Pascal Clouer est responsable du master transmédia et chargé de la pédagogie numérique à Sciences Po Grenoble. Donc la relation à la question numérique est un sujet qui l'intéresse. Et il est au nom de l'Association des maires de France, commissaire de la Commission nationale du débat public, donc la CNDP, ce qui est aussi un sujet qui nous intéresse, puisqu'aujourd'hui, la CNDP est... Euh, c'est pas nouveau, hein, c'est remis en question assez régulièrement, mais il y a un décret aujourd'hui qui va très certainement sortir. Il y avait une consultation qui avait été ouverte en décembre
quasiment pendant les vacances de Noël, ce qui n'était pas forcément non plus le meilleur moment, mais qui pourrait réduire en fait l'ampleur de la possibilité d'intervention de la CNDP et notamment retirer tous les grands projets industriels. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel l'ICPC, on s'est mobilisé. On pourra en rediscuter et sur lequel on souhaite aussi échanger avec Pascal Cloère parce qu'il nous semble que c'est un des sujets importants du moment, la question du droit de la participation en matière environnementale. Je ne me suis pas présentée pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis désolée. Je suis Sylvie Barnezet, donc déléguée générale de l'ICPC. Et je vais redonner la parole à Gilles Laurent alors, juste avant de te donner la parole, Gilles Laurent, et j'espère que cette fois-ci, du coup, ta connexion sera meilleure. On s'est organisé, en fait, avec un petit groupe de personnes, membres de l'ICPC, qui le souhaitaient. On a préparé l'entretien avec Pascal Cloère, et du coup, on a écrit un certain nombre de questions et on a fait des blocs de questions. On a envoyé ces questions à Pascal Cloère, on lui les a transmises et du coup aujourd'hui on lui pose ces blocs de questions. Donc on n'est pas dans une approche ouverte où tout le monde va poser ses questions, on les a préparées avec des membres de l'ICPC, mais quand vous vous êtes inscrit à cette séance, vous pouviez effectivement proposer d'être recontacté pour pouvoir participer à l'élaboration de ces questions. Il y a d'ailleurs quelques personnes que je reconnais qui sont en visio et qui ont participé et je les en remercie. Voilà, donc du coup, les blocs de questions sont l'émanation de ce groupe qui a souhaité s'impliquer. Voilà, maintenant je te donne la parole, Gilles Laurent, et on y va parce qu'on n'est pas en avance. Oui, merci beaucoup Sylvie et merci d'avoir assuré le relais quand la technique m'a trahi. Pascal, ce que l'on souhaite voir avec vous en premier lieu, c'est votre relation personnelle à la fois à votre mandat, à vos responsabilités d'élu et évidemment à la participation citoyenne. Ça fait, si on compte votre mandat d'adjoint au maire de Grenoble, ça fait bientôt 14 ans que vous êtes responsable de la participation citoyenne à Grenoble ou sur la métropole de Grenoble. Première question, c'est de voir un peu comment vous en êtes arrivé là. Est-ce que c'était un choix, un choix voulu? Est-ce que vous vous êtes présenté aux élections en vous disant je vais m'occuper de participation citoyenne ou est-ce que c'était quelque chose de plus circonstanciel, mais surtout, qu'est-ce qui vous a étonné au début de vos mandats? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre en charge et à porter cette responsabilité? De quoi est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez avoir un héritage que vous pourrez regarder avec fierté par la suite et si oui, pourquoi? Sur quels éléments vous vous appuierez pour cela? Et enfin, comment est-ce que vous travaillez avec vos collègues élus euh, qui, euh, qui sont sur des thématiques et non pas comme vous sur une fonction transversale d'une certaine façon? Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous arrivez à les faire progresser ou à inscrire dans leur mandat à eux la dimension de participation citoyenne? Voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. Vous y répondez un petit peu dans l'ordre que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce lien personnel avant de passer à d'autres choses tout aussi sérieuses on voulait vous entendre. Merci beaucoup. Merci à l'ICPC pour cette série d'entretiens que vous allez réaliser sur la question de la participation citoyenne dans l'objectif des municipales de 2026. Je trouve que c'est une initiative importante parce que vous vous adressez évidemment à la fois aux professionnels, services et aux professionnels, enfin services dans les collectivités et professionnels qui sont des conseils en quelque sorte qui suivent ces questions de démocratie participative, de participation citoyenne depuis très très longtemps avec des compétences très pointues souvent.
et puis vous adressez aussi aux élus. Donc merci à Sylvie, David, Gilles Laurent. Je sais que le CPC, votre organisme, votre association est dirigée en quelque sorte par des grosses pointures au niveau national en ce qui concerne la participation citoyenne. Donc vous avez une expérience importante et ce que vous faites est aussi, pour nous en tout cas, important. J'ai regardé avec curiosité dans un premier temps et intérêt dans un second temps le premier entretien. Alors voilà, vous me posez la question de savoir quel est mon rapport à la participation citoyenne. Vous disiez que ça faisait bientôt 14 ans que j'étais élu à la participation citoyenne. Alors, j'ai pas fait que ça, hein, puisque dans le premier mandat de Piolle, j'étais participation citoyenne, j'avais aussi l'économie, le commerce, et puis d'autres, l'Europe notamment, donc d'autres responsabilités. J'étais aussi élu simple métropolitain, et dans ce mandat, je suis à la fois à la participation citoyenne, à l'éducation et à la culture, qui sont en réalité des délégations qui fonctionnent bien ensemble, même si une, comme vous l'avez dit, est transversale et les autres sont, on va dire, plutôt thématiques ou en tout cas plus dans ce silo. Avant de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à m'interrompre, d'accord? Parce que je peux partir dans des longs tunnels, voire ouvrir des parenthèses qui durent peut-être trop longtemps. Donc, n'hésitez pas à recadrer l'entretien comme bon vous semble. Donc 14 ans, effectivement, de travailler sur la question de la participation citoyenne en tant qu'élu, mais en réalité, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je travaille sur cette question, puisque moi, je suis un enfant de l'éducation populaire. J'ai passé mon enfance dans les CMA, à la Ligue de l'enseignement, chez les Francas, j'allais dire de 4 ans jusqu'à 25-30 ans par là. Donc, euh, j'ai euh, j'ai côtoyé, on va dire, les personnes qui ont travaillé sur ces logiques d'émancipation de la personne, sur ces logiques de solidarité, sur ces logiques du faire ensemble. Et quand on parle d'éducation populaire, c'est-à-dire de la façon dont on va décider ensemble de ce qu'on fait ensemble, c'est ça au fond, hein, l'éducation populaire, plus que réellement ce qu'on fait, et ben finalement, on n'est pas très loin de la question de la démocratie ou de la participation citoyenne. On est dans cette grande histoire-là. Et puis aussi, faut le dire que Grenoble est un territoire qui est aussi marqué par ces questions de démocratie. Alors, je ne remonte pas jusqu'à la Révolution française, je pourrais, hein, puisque la Révolution, avec la journée des Tuiles, commence à Grenoble, la Révolution citoyenne en quelque sorte, mais plus récemment, à l'après-guerre, c'était l'école des cadres d'Uriage, qui a, enfin la deuxième partie en tout cas, qui a donné naissance au Conseil national de la Résistance. Il y avait Beuve-Méry qui était pas très loin d'ici, qui a créé le journal Le Monde. La Ligue Peuple et Culture, qui est un grand mouvement aussi d'éducation populaire, d'adultes et de jeunes, d'émancipation de la personne. Les MJC. Je pourrais citer 1000 exemples de cette histoire à Grenoble. Et du coup, si vous voulez, à la fois le territoire et à la fois mon histoire me ramènent à chaque fois aux questions de participation citoyenne, d'abord liées à la question de l'émancipation de la personne, plus que la question de la légitimité, on va dire, représentative, hein, qui viendra plus tard. Puis après, effectivement, il y a derrière tout ça l'idée du partage de savoir qui m'a conduit par des chemins de traverse dans un premier temps, mais à l'université, et puis à l'écologie, puisque j'ai été sur la liste des européennes en 2019 avec Jadot. C'est de tout ça que vient ma conscience politique, en fait. Et puis ensuite, j'ai participé à partir des années 2000 avec Go Citoyenneté à Grenoble, donc des mouvements citoyens d'engagement politique plus concret, puisque c'est là que j'ai appris, si vous voulez, la politique municipale ou la politique, on va dire, locale, d'une certaine manière, en créant, à partir des années 2008, un réseau citoyen, qui est un mouvement citoyen grenoblois, qui a, avec ELV, avec d'autres mouvements de gauche grenoblois, a pris la mairie en 2014. Et puis ensuite, dans cette deuxième municipalité Piolle, moi j'ai quitté la majorité municipale pour différentes raisons, mais euh, donc je suis maintenant dans l'opposition à la ville, mais toujours dans la majorité à la métropole, donc vice-président, mais toujours des raisons qui sont liées aussi à la question de la participation citoyenne et de la démocratie.
Avec Piolle, on a eu 3 coups de semonce, 3-4, on va dire. Le premier, c'était la question de la présidentielle. Quand il est parti à la présidentielle juste après avoir été élu maire de Grenoble, on a été un certain nombre à lui dire, tu n'as pas été élu pour ça. La participation citoyenne, en quelque sorte, ou en tout cas l'élection, t'a donné un mandat, c'est d'être maire, c'est pas d'être président de la République. La deuxième, ça a été le Burkini, quand il a voulu faire passer la modification du règlement intérieur des piscines pour autoriser le Burkini, qui a été recalé en Conseil d'État quand même, hein, je le rappelle. Et la troisième, ça a été la question de l'augmentation brutale des impôts, plus de 33%. Et sur ces 3 aspects-là, à chaque fois, ce n'était pas inclus dans notre programme. Et donc, nous étions un certain nombre à rappeler que ça devait euh, être mis au débat public avant d'être décidé, puisqu'il n'y avait pas d'engagement préalable d'une légitimité représentative qui permettait d'augmenter autant les impôts, de faire passer Alors, le Burkini, etc. Euh, si je peux me permettre, Pascal, je vais résumer ce que vous venez de dire, non pas les 30 dernières secondes, mais ce qui précédait en disant que finalement, un peu comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, donc on voit bien d'où vient votre atavisme en hum, matière hum, hum, de hum, 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 participation citoyenne. J'aime hum, beaucoup l'idée que vous êtes arrivé à la participation par l'émancipation et par ce grand mouvement à la fois de l'éducation populaire, mais de toute hum, une hum, partie de la gauche hum, hum, qui a beaucoup milité pour l'émancipation hum, hum. individuelle et sociale des gens. Aujourd'hui, vous diriez, qu'est-ce que vous diriez à propos de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce qui vous rend fier en matière de participation citoyenne? Et qu'est-ce euh, quel est, d'une certaine façon, l'héritage que vous allez laisser ou que vous Ouais. aimeriez pouvoir laisser? Alors, je réponds tout de suite à cette seconde question, enfin, à la question aux 2 questions que vous venez de poser là. Mais je voulais simplement embrayer sur une dernière question que vous aviez posée préalablement en disant qu'est-ce qui vous a étonné quand vous êtes arrivé. Oui, Moi, la première chose qui m'a étonné quand j'ai été élu, alors pas dans ce deuxième mandat, puisque j'ai eu l'expérience du premier mandat, c'est de porter une délibération. Je veux dire, c'est tout bête en fait, hein. Mais on me disait, bah voilà, les services, quand je suis arrivé, me disaient, il faut que tu portes une délibération. Moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Je disais, mais ça veut dire quoi, porter une délibération en conseil municipal? Quand vous arrivez, vous savez pas ce que c'est, comment ça marche, etc. Il dit, une délibération, c'est pas trop lourd, c'est un petit morceau de papier. Et après, j'ai compris en fait ce que ça signifiait. C'est-à-dire que en fait, quand vous êtes élu, c'est ça qui m'a étonné au départ, mais j'ai très vite compris, hein. Vous portez, c'est-à-dire que vous portez pour le groupe qui vous a, enfin, pour les citoyens qui vous ont élu en quelque sorte, ou pour le groupe que vous représentez. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire, en fait, un élu, il ne parle pas pour lui. Il parle en tant que représentant d'un groupe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné au départ, c'est-à-dire que quand on est en posture d'élu, on n'est pas soi. On est ce qu'on représente pour les autres. C'est assez compliqué à comprendre au départ, mais ça m'a étonné comme ça. Alors, pour répondre maintenant à votre question sur qu'est-ce qui me rend fier dans ce mandat ou peut-être dans le mandat précédent, peu importe, c'est cette question d'avoir innové. Nous sommes à Grenoble, en tout cas dans notre territoire, juchés sur les épaules de géants. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire du territoire. Je pourrais citer d'autres exemples depuis l'histoire des unions de quartier à Grenoble, depuis aussi sans doute l'histoire de l'organisation des premières mutuelles de France au XIXe siècle. Euh, et ce qui caractérise notre territoire, c'est l'innovation. Et moi, ce qui me rend fier, c'est d'avoir innové, c'est-à-dire dans le premier mandat, bah, d'avoir créé peut-être les budgets participatifs, d'avoir testé le dispositif de pétition citoyenne, et dans ce mandat-là, d'avoir mis en place la Convention citoyenne pour le climat. Ça, c'est des choses qui me rendent fier, parce que, voyez-vous, je considère qu'un élu, il est là pour apporter de l'innovation, de l'expérimentation. S'il s'agit en fait de perfectionner un service, un dispositif de participation citoyenne, quelque part, il n'y a pas besoin d'élus, il y a suffisamment de spécialistes, d'experts dont vous êtes soit à l'intérieur des organisations, soit même à l'extérieur, hein, avec lesquels une institution, une collectivité peut contractualiser pour perfectionner.
pour redresser des rapports de ce qui a bien été, moins bien été, etc. Et puis pour proposer à l'élu finalement de faire évoluer le service. Oui, ça oui. Mais par contre, pour innover, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de l'institution, ça peut pas venir des services, ça peut pas venir des experts. Ça peut être suggéré par, bien sûr, hein, mais ça ne peut être que porté par un élu. Et moi, je suis assez fier, en fait, de m'être inscrit dans cette histoire de Grenoble et d'avoir apporté à la fois à la ville et à la métropole des innovations qui sont perfectible, qu'il faut re-questionner en permanence, mais finalement, c'est bien ça voilà, qui me rend fier sur sur ce mandat-là, et particulièrement la Convention citoyenne pour Merci, le climat. merci beaucoup. Je vous propose du coup, la transition est simple avec ce que vous venez de dire, qu'on passe à la dimension métropolitaine de la participation et du coup, je donne la parole à ma camarade Sylvie. Merci. Euh, du coup, notre deuxième bloc, effectivement, est quelles sont les spécificités d'une métropole en matière de participation citoyenne. Vous êtes vice-président donc de la métropole grenobloise. Il y a un certain nombre de métropoles en France qui font de la participation citoyenne et qui se sont fortement engagées. À l'ICPC, on anime un groupe sur ce sujet notamment. Mais pourquoi une métropole fait-elle de la participation Alors, je vais dire toi parce qu'on se tutoie, alors ça sera plus simple pour moi parce que de dire vous, c'est Mhm, compliqué. Voilà, mhm, pourquoi de ton point de vue, la métropole grenobloise, mais les métropoles en général font de la participation citoyenne? Quelle est la relation entre, du coup, une métropole sur son territoire? Quelle est la place d'une métropole sur son territoire? Et quelle est la relation en matière de participation citoyenne avec les communes? Souvent, il y a la question, les citoyens, ils sont en lien avec la commune, la légitimité, c'est le maire, mais du coup, quelle est la posture justement d'un VP dans cette relation-là? Quelle est du coup la différence dans un territoire dont tu as parlé, fort en matière de participation citoyenne, de positionnement entre la métropole et la ville de Grenoble? Voilà. mhm, Et puis mhm, ensuite, un deuxième sous-bloc sur les sujets. Est-ce que la question du débat, comment la question du débat contradictoire, voilà, du conflit, comment cette question vous la traitez à la métropole grenobloise? Comment est-ce que la question de l'organisation des collectifs de citoyens, c'est un sujet? Comment vous mhm. travaillez là-dessus? Comment aussi vous travaillez sur la parole des personnes exilées, éloignées, vulnérables, le pouvoir d'agir. Voilà, ça c'est tout un bloc sur les sujets, comment vous abordez ces sujets-là. Donc il y a deux sous-blocs, grosso modo. Voilà. Ok, ok, merci pour toutes ces questions. N'hésitez pas, pareil, toujours à me relancer ou à me couper parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, tout ça en 10 minutes. Première question, la métropole, pourquoi fait-elle de la participation? D'abord, il y a la participation obligatoire, enfin, les concertations obligatoires. Le PLUI, les plans de déplacement urbain, enfin tous les grands plans, on va dire, et les documents cadres métropolitains, la ZFE par exemple, etc., font l'objet de concertations obligatoires. Donc il est normal que la métropole se dote, à l'heure où elle a de plus en plus de compétences, hein, avec le transfert loi MAPTAM 2015, il est tout à fait normal qu'elle se dote de services et d'outils qui lui permettent de faire la concertation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où est-ce que la métropole doit faire de la concertation, enfin, de la participation citoyenne? Moi, je réponds de manière catégorique là où elle a des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient au même que de dire on fait de la participation citoyenne à partir du moment où on peut agir là où on demande l'avis. Vous voyez? C'est-à-dire là où on a en quelque sorte son cœur de compétence, ou alors où on a les moyens d'agir, on va dire directement dans un premier temps. C'est important parce que une concertation, enfin une opération de participation citoyenne réussie, on va dire, pour moi, elle repose d'abord sur un engagement préalable de ce qu'on va faire du résultat de la participation, et ensuite de la vérification si l'engagement préalable est suivi ou non. On peut très bien, en engagement préalable, dire on veut juste une information et les élus décideront ce qu'ils en font. Mais si on a un engagement préalable d'en faire quelque chose de manière effective, par rapport au sens d'une opération de participation citoyenne,
à ce moment-là, il faut qu'on ait le pouvoir de le faire une fois que la participation a dit là où on voulait aller. Donc, autrement dit, la participation, pour moi, elle ne peut s'exercer dans une collectivité que là où il y a les compétences. C'est pour ça d'ailleurs que la Convention citoyenne pour le climat, on l'a fait au niveau métropolitain, parce que c'est là qu'il y a les compétences, on va dire, principales, déplacement, enfin, mobilité, économie, plan climat, air, énergie, voilà, etc., qui permettent d'agir sur la question, alors sinon de la lutte contre le changement climatique, en tout cas au moins de l'adaptation. Parce que les questions de la lutte contre le changement climatique, une collectivité locale va y participer, mais la sphère décisionnelle, elle est européenne, nationale, mais internationale. Donc voilà, ça c'est important, et ça fait partie aussi des principes qui guident la participation citoyenne, selon moi. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait avec le conflit, le débat contradictoire, etc. Bon, moi là, je sais pas trop. C'est vraiment un domaine très compliqué. Ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord de créer des espaces de dialogue qui sont structurés par rapport à la question justement du conflit, de l'interpellation contradictoire. C'est-à-dire pouvoir faire en sorte que l'institution, à l'intérieur de l'institution puisse s'exprimer cette interpellation. Donc ça a été notamment le dispositif d'interpellation que nous avons mis en place d'abord à la ville de Grenoble, et là nous en avons mis en place un à la métropole qui a fonctionné, hein, puisque c'est une pétition. Il suffit d'avoir 1500 signatures, c'est pas énorme pour une métropole de 500 000 habitants, quasiment 1500 signatures, pour que les citoyens demandent un débat en conseil métropolitain. Alors c'est simplement un débat dans un premier temps, hein, bien sûr, hein. La deuxième idée, c'est, selon moi, de favoriser au maximum la transparence. Voilà. Et la troisième idée, mais là encore, euh, c'est peut-être la plus exigeante et la plus complexe, hein, c'est de se dire que il faut réussir à trouver un compromis et un consensus. C'est-à-dire, c'est être dans une posture radicalement opposée en termes de méthode, hein, pas en termes d'objectif, hein, mais radicalement opposée en termes de méthode à la radicalité. C'est-à-dire rechercher absolument dans tous les cas, on va dire, le consensus le plus fort possible. Voilà. À travers des méthodes que vous connaissez très très bien. Mais ça répond pas complètement à toutes les questions, parce qu'il y aura toujours effectivement du débat, enfin, du débat contradictoire, de l'interpellation très très forte. Euh, et c'est vrai que c'est une question qui est toujours en suspens pour nous, oui. Après, vous m'avez posé la question de la question de l'altérité. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec les populations, on va dire, migrantes, ou en tout cas euh, alors, on a participé à la métropole au niveau enfin, du service de participation citoyenne, enfin, de la délégation participation, à une très très belle expérimentation, là encore, innovation, bon, soutenue par l'Europe, qui s'appelait l'Agora, qui est une instance de participation des habitants primo-arrivants. Une sorte de laboratoire, vous voyez encore le terme, hein, innovation, laboratoire de l'hospitalité. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de co-construire entre les habitants et puis un certain nombre de services. Je pense notamment à l'insertion, l'emploi-insertion, on va dire, euh, logement, communication pour la question de l'accueil, la maison de l'emploi sur l'emploi d'insertion, tout ça chapeauté par le service de participation citoyenne. Donc là, on est sur effectivement du transversal. Il s'agissait de définir, entre guillemets, non pas définir des politiques d'accueil, mais définir des méthodologies d'accueil avec les personnes qui sont à accueillir. Et on a été d'ailleurs lauréat du prix de la participation de Décider Ensemble en novembre de cette année, enfin de 2024. Ça a été pour nous une expérience très, très enrichissante, parce que en fait, c'était pas du théorique, quoi. On parlait de cette question-là avec des vraies personnes, quoi, qui étaient en situation de primo-arrivant, et c'était extrêmement enrichissant, dans une logique de mini-public à chaque fois, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, que la Convention citoyenne, etc., la question de l'interpellation citoyenne avec la pétition, la question de la Convention citoyenne pour le climat, etc., à chaque fois, on est dans ces logiques-là de mini-public.
Après, vous me posiez la question du rôle de la métropole par rapport aux communes. Là encore, moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les compétences, quoi. Et j'ai une approche très institutionnelle, hein, là-dessus, vous avez remarqué, quoi. C'est-à-dire que vis-à-vis des communes, la métropole, elle a, on va dire, une obligation qui n'est pas forcément d'ailleurs inscrite dans les statuts, hein. Là, je suis assez d'accord, mais c'est une sorte de compétence générale de la métropole parce que personne d'autre peut l'avoir, qui est de faire de la coordination de l'animation intercommunale. Vous ne pouvez pas avoir une commune, alors particulièrement chez nous, parce que la commune centre a un poids assez relatif par rapport à d'autres territoires où la commune centre représente 80-90% des habitants. Donc là, le problème est très différent. Nous, ça représente un tiers des habitants. Donc, vous pouvez pas avoir une commune, même la commune centre, qui se prévaut d'être le lieu de coordination métropolitain, alors qu'il y a une instance métropolitaine qui existe. Donc, la métropolitain, au titre de cette compétence générale imaginaire, bien sûr, hein, se doit, d'une certaine manière, de faire cette coordination, cette animation intercommunale. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis en place une plateforme participative, un outil en ligne, qui est développé en termes de couverture fonctionnelle sur la base des besoins de chacune des communes, alors principalement de la ville-centre, hein, bien sûr, mais aussi d'autres communes, parce que les petites communes n'ont pas forcément les mêmes besoins, ou les moyennes communes, qui est incorporé dans la même plateforme en front office et en back office, si vous voulez, chaque commune utilise la plateforme comme elle a envie de l'utiliser. Ça nous permet d'avoir des coûts qui sont très inférieurs à ceux du marché sur ce type de plateforme-là, d'avoir des roadmaps qui correspondent exactement comment dirais-je, au calendrier des communes et de l'intercommunalité. C'est-à-dire quand on a besoin d'une évolution fonctionnelle, et ben, avant les élections, ben, il faut qu'on ait l'évolution fonctionnelle avant les élections et non pas quand l'aura décidé le fabricant de la plateforme qui correspond, bon, etc. Et puis, on a vraiment un service qui est au juste à temps et au juste à point par rapport à la définition de ce qu'on en attend. Et puis, la métropole, elle est aussi le lieu d'échange, de bonnes pratiques, de mutualisation, etc. Ce que vous faites, hein, vous, là, à l'ICPC, hein, je trouve que ça, c'est formidable. Bon, bah, nous, on le fait à notre échelle et on se sert évidemment des ressources qu'il peut y avoir dans des associations telles que la vôtre. Donc voilà, vous avez compris, hein, compétences métropolitaines, participation, engagement préalable. Et puis pour le reste, c'est mutualisation là où on peut faire, type plateforme numérique, et puis animation, coordination. Merci. Je sais pas si voilà. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, on va passer au bloc suivant et je vais passer la parole à David pour poser les questions. Merci. On a un petit bloc qui concerne, merci Sylvie, qui concerne l'environnement et la question de la transition et des rapports que la participation citoyenne entretient avec cette transition. Ça nous semble intéressant de vous interroger là-dessus à plusieurs titres, du fait de la couleur de votre engagement politique d'une part, en tant qu'élu local, c'est certain, mais aussi en tant que membre de la Commission nationale du débat public. Sylvie l'avait mentionné, vous avez la particularité de siéger dans cette autorité indépendante, administrative indépendante. Ce qui, au nom de l'Association des maires de France, me semble, je crois que c'est à ce titre-là que vous avez siégé, puisqu'il y a un siège réservé à une collectivité, à un élu de collectivité. On a une première série de questions qui interrogent globalement, hein, les relations entre participation et transition. Est-ce qu'il y a un bon accompagnement de cette participation, de cette transition par la participation, ou est-ce qu'il y a des frictions, voire une incompatibilité? On entend par moment le fait qu'il est urgent d'agir, ça c'est certain, mais que le dialogue, ça prend du temps, voire ça ralentit. Est-ce que vous partagez ou non cette vision? De manière plus générale, quelles sont selon vous les conditions à réunir pour que pour que la participation, pardon, soit vraiment facteur de transformation sociale et environnementale? Est-ce qu'elle est vectrice d'engagement citoyen? Vous avez, je pense, déjà dit que la réponse est positive en début d'entretien. Vous faites les liens entre participation et émancipation. Est-ce qu'elle contribue à des changements de comportement individuels? Est-ce qu'elle permet au territoire d'accompagner, d'accueillir des initiatives ou des projets liés à la transition, des projets associatifs, mais peut-être aussi économiques, voire industriels? Ça, c'est un premier bloc un peu général sur rapport transition et environnement. On a une deuxième série de questions plus spécifiques à la démocratie environnementale et notamment au projet industriel que mentionnait Sylvie aussi en introduction.
Quel peut être le rôle d'un élu local, selon vous, face à des projets industriels et aux pressions économiques qui les accompagnent? On peut prendre votre territoire comme exemple. On sait qu'il y a l'industrie microélectronique qui est très présente. On a entendu parler, on sait qu'il y a un décret justement qui pourrait faire en sorte que la CNDP ne soit plus saisie des projets industriels majeurs du territoire. Les projets dans la région de Grenoble en font partie. On a entendu parler d'ST Microelectronics qui va doubler son site de production avec une subvention majeure de l'État, avec des obligations réglementaires que l'industriel n'a pas saisies spontanément. Il a fallu lui rappeler qu'il avait quelques obligations, ce qu'il a fait, mais voilà, ça a pris, il y a eu un petit peu de cafouillage sur ce projet. Et on sait que ça fait couler de l'encre aussi avec notre ancien ministre de l'économie et des finances qui a rejoint un groupe néerlandais qui cherche à s'implanter en France, ou ça, je ne sais pas, mais on sait en tout cas que l'industrie, ce type d'industrie, veut aller vite, parfois en essayant de mettre des pressions politiques pour simplifier cette démocratie environnementale. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil et quel peut être le rôle de l'élu dans ce contexte? Euh, et de manière plus générale, pour revenir à la CNDP, comment vous voyez le rôle de cette institution à l'avenir, aujourd'hui et demain? Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques qu'elle soit affectée par les tendances du moment? Voilà, c'est une question un peu complète. Je vous passe volontiers la parole, Pascal. Oui, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces questions. Euh, Bon, il y a deux blocs de questions qui sont très différentes, hein. Une sur on va dire, la CNDP et puis la question de la démocratie environnementale, et puis une autre sur, pas la démocratie environnementale obligatoire, et puis une autre sur plus les principes, on va dire, sur la question de la démocratie, le temps, la participation citoyenne, les processus d'enrôlement, de prise de conscience, etc. Moi, je suis pour soutenir aujourd'hui ce que j'appelle, alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas, s'il faudra, en tout cas, stabiliser la définition du terme pour qu'on se mette d'accord sur cette définition-là. Je suis pour une démocratie climatique, c'est-à-dire c'est une démocratie qui exige, enfin une démocratie qui vise à la prise de décision, qui exige une recherche d'un consensus fort et non pas une radicalité, c'est-à-dire des personnes qui nous disent qu'ils savent mieux ce qui est bon pour nous et donc qui veulent aller plus loin que le loin, en quelque sorte. Je critique volontairement, hein, en creux, bien sûr, mais prendre sans doute peut-être des bonnes décisions de manière individuelle et théorique, mais qui, si elles ne sont pas suivies par une majorité de personnes, c'est-à-dire si elles n'embarquent pas un maximum de personnes dans les changements qui sont inévitables et qui, eux, en termes d'objectifs, demandent une certaine radicalité, si on colle à la radicalité de l'objectif, la radicalité de la méthode, dans un régime, on va dire, démocratique, on n'y arrive pas. Ou on y arrive, enfin non, on n'y arrive pas, parce qu'on est obligé d'avoir des mesures coercitives, parce que d'une certaine manière, on n'est pas suivi ou pas suffisamment suivi. Autrement dit, moi je pense qu'il vaut mieux faire, disons, 80% du chemin avec 100% des gens que 100% du chemin avec 20% des gens, si vous voulez. Je caricature volontairement, mais tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et cette démocratie climatique que j'appelle de mes voeux, qui a pour objectif d'assurer un large consensus, d'une certaine manière, va garantir que les décisions qui soient prises, elles bénéficient du soutien, de l'appui du plus grand nombre de personnes, ou probablement du plus grand nombre de personnes en tout cas, parce que si on est je vais donner les réserves par rapport à ça, pour que ces décisions soient le plus acceptées possible, soient le plus soutenues possible, soient le plus légitimes possible par rapport à la large majorité. Tout à l'heure, Sylvie me posait la question en disant, mais comment vous faites pour convaincre vos collègues qui sont élus? Je leur dis tout simplement que la démocratie représentative, elle a les limites de la démocratie représentative. Et si on pose la question de la représentativité, elle ne peut pas être seule. Il faut qu'elle soit évidemment complétée par d'autres légitimités, notamment la représentation, mais pas que, mais notamment la représentation. La légitimité scientifique est aussi une légitimité, et d'autres légitimités. Et donc la lenteur apparente, en réalité, de cette méthode-là, c'est en fait sa force, d'une certaine manière. C'est vrai que vous le disiez sur la CNDP tout à l'heure en disant aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement Trump qui dit bah faut arrêter,
les participations, les mesures trop restrictives, etc., etc. Il faut aller plus vite, plus loin, etc., etc. Bien sûr, bah oui, si on enlève tout, ça va très très vite, mais après on ne sait pas trop où on va. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord solidifier l'adhésion collective. Et la condition, c'est le consensus fort, et donc c'est ce que j'appelle moi la démocratie climatique par rapport à, on va dire, une certaine vision de l'écologie qui me semble trop dogmatique pour être efficace en termes de méthode. Deuxième chose, sur la question de l'efficacité, justement. Moi, je pense que la démocratie participative, enfin les dispositifs, etc., sont efficaces, y compris la CNDP, je terminerai par là, hein, sur la question de l'information. C'est-à-dire partager à un maximum de personnes la bonne information de manière transparente, etc., etc. Je pense qu'elles sont aussi efficaces, en tout cas, je l'ai vu au niveau de la Convention citoyenne sur le climat à Grenoble, hein, ce qu'on a recherché, c'est le consensus fort, hein, c'est pas autre chose, hein. Et aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros d'investissement, hein, sur toutes les politiques publiques. C'est-à-dire que la démocratie participative à la métropole de Grenoble, elle a permis d'aligner des objectifs dans toutes les politiques publiques métropolitaines, qui est un truc assez incroyable, en fait, ce qui s'est passé. Ça a été suivi par, on a fait 2 conseils métropolitains extraordinaires uniquement sur la Convention citoyenne pour le climat. C'est jamais arrivé, hein. Il n'y a jamais eu un conseil métropolitain. Parce qu'en fait, il ne s'agissait pas de la participation citoyenne en réalité. Il s'agissait des politiques publiques, toutes les politiques publiques confondues. Et ça continue aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça c'est tout à l'heure quand je disais l'innovation, c'est de ça que je parlais. Deuxième point d'efficacité après l'information, me semble-t-il, c'est à travers le débat, à travers l'information, etc., le concernement, c'est-à-dire que les gens puissent se dire, même s'ils sont loin du dispositif, par une sorte de capillarité démocratique, ou je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, mais peuvent se dire, je suis concerné en fait par cette affaire. C'est-à-dire, je n'ai pas simplement conscience qu'il y a un problème, mais moi, individuellement, je suis quelque part concerné par ce problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a le changement de comportement. C'est là que le bât blesse d'une certaine manière, selon moi, hein, parce que, vous voyez, dans la Convention citoyenne pour le climat, si les politiques publiques, elles ne s'emparent pas de la question sur la légitimité participative, ça devient compliqué. Euh, Ceux qui ont participé, eux, vont effectivement changer de comportement. Bon, en tout cas, beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, ils passent de je suis concerné à j'arrête de bouffer de la viande, quoi. Je fais court, mais enfin, ou j'en mange moins, quoi. D'accord? Ou pour les petits déplacements, je prenais ma bagnole, maintenant je vais prendre mon vélo. Eux, ils le font, vraiment. On a constaté. Mais les autres qui n'ont pas participé à, qui ont été dans cette seconde sphère de capillarité, sont beaucoup moins sensibles à la question du comportement. C'est peut-être une limite. Voilà. Sur les moyens d'organisation collective, vous m'avez posé la question, tant que j'ai en tête, oui, c'est majeur. Je pense que la question de la reconnaissance des institutions, alors là, c'est pour les villes de plus de 80 000 habitants, hein, la loi Vaillant, hein, dont je vais parler. Mais je pense que les villes, les communes qui sont moins de 80 000 habitants, elles peuvent aussi s'inspirer, hein, de la loi Vaillant. Reconnaître une association ou des associations comme étant les interlocuteurs privilégiés au titre de la loi Vaillant, justement, de la municipalité ou de la collectivité. Ça, c'est un sujet Je vais peut-être majeur. vous Et là, inviter vous êtes... à Pardon, parler CNDP. Excusez-moi de vous interrompre parce que je sens que le timing avance. pardon. C'était pour vous Ouais, inviter ouais, peut-être à passer ok, à la ça roule. CNDP parce qu'on a un dernier Sur la bloc avant CNDP, 13 heures. ouais, non, mais je le fais vite. Sur la CNDP, ce qui est en train de se passer est majeur, hein. Le décret, il n'est pas encore passé. On va voir s'il passe, hein. Ce qui est très étonnant, c'est que ça soit le ministre, enfin le Premier ministre Barnier, qui est quand même le concepteur, enfin oui, un des concepteurs de la CNDP, qui fait passer ce décret. Pour moi, il y a un truc qui est de l'ordre de l'incompréhension totale. J'espère qu'il ne va pas passer. Il y a une enquête là, puis il y a un certain nombre d'argumentaires qui sont très très forts pour que ça ne passe pas. Derrière, il y a ceux qui veulent aller plus vite, plus loin, ce que je disais tout à l'heure, hein, face à la démocratie climatique. Euh, euh, bon, moi j'ai un devoir de réserve par rapport à ça, donc je ne peux pas trop me positionner ni sur Soitec, ni sur ST Microélectronique. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la CNDP joue un rôle majeur sur la question de l'information et sur la question du concernement. Voilà. Après, sur la question de la décision finale qui sera prise, le maître d'ouvrage, d'une certaine manière, il est contraint de répondre, enfin, de répondre aux questions qui seront posées à travers le débat public enfin oui, à travers le débat public,
ou la concertation. Mais enfin, il y a aucune mesure qui l'incite, on va dire, très fortement à faire les décisions telles qu'elles sont, telles qu'elles sont proposées, quoi. Donc après, c'est une histoire de rapport de force qui se joue, on va dire, en dehors du cercle de la CNDP. Mais en tout cas, l'attaque en règle là contre la CNDP me paraît être une, un dommage majeur apporté à cette institution, puisque en fait, les projets industriels, ça concerne quand même une très très grosse partie. Et puis c'était le cœur en fait de chauffe c'est le cœur de chauffe de la CNDP. Donc moi, enfin, comment dirais-je, ne donnons pas de l'énergie à ceux qui veulent que ce décret passe, parce qu'il est probable qu'il ne passe pas aussi, hein. Attendons de voir. Je vais passer la parole à Sylvie, peut-être pour un dernier bloc. Il nous reste une dizaine de minutes pour Mm, les défis pour 2026. Sylvie. Merci. mm, Alors effectivement, tournons-nous vers demain, enfin aujourd'hui et demain. On mm, sait mm. qu'on en a parlé, notre démocratie va pas bien et en Europe, en France, localement, potentiellement aussi, on voit une montée de l'extrême droite, voilà, et des populismes. Est-ce que de ton point de vue, du coup, ça réinterroge la relation entre les institutions et les citoyens? Un des éléments sur lesquels se base aussi ce vote extrémiste, c'est la méfiance, la défiance. Voilà. Est-ce que du coup, en tant qu'élu, on est réinterrogé, on peut s'interroger par rapport à ça, dans sa posture, dans sa relation aux citoyens, dans la relation, comme tu disais, à la question de l'information. Euh, qu'est-ce qu'on fait face au sentiment d'injustice, comment on les entend? Est-ce que c'est un des fils sur lesquels la participation citoyenne doit travailler? Est-ce que finalement c'est quelque chose sur lequel on n'aurait pas suffisamment travaillé, cette question d'injustice? Est-ce que du coup les métropoles ont une place particulière parce que grand territoire, parce que mêlant des grandes richesses et de l'extrême pauvreté? Est-ce que dans ces territoires de grande diversité sociale, il y a un rôle particulier? Donc ça, c'est un peu le premier sous-bloc de 2026. Et puis le deuxième sous-bloc, c'est finalement, qu'est-ce que tu aimerais faire demain? Alors, tu seras peut-être pas vice-président à la participation citoyenne, mais si tu avais une baguette magique demain, ou qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu dirais, quel conseil tu donnerais pour ceux d'après? Et si tu te disais, il y a un truc que j'ai pas fait là dans ce mandat-là que je voudrais faire dans le prochain mandat, ça serait quoi? Voilà. Ok, merci Sylvie, merci beaucoup. Sylvie, je vais court parce que j'imagine après, il y a peut-être des personnes qui ont envie de poser des questions et je vois le temps qui passe. Donc, On n'a pas trop prévu ça, mais bon, il faut d'accord, qu'on alors ok, s'arrête très bien. vers Donc, les j'y 13 vais. heures. Alors, euh, la question en fait de l'extrême droite, etc., enfin de la montée des populismes, etc., et de ce qu'il faudrait viser comme objectif sur la question de la participation citoyenne pour contrer. Je vais revenir à ce que je disais au début, quoi. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, après quand même une bonne dizaine d'années de réflexion sur cette question-là, la question de l'information, de la transparence, de l'information partagée, de la transparence par rapport à l'accès à l'information pour la participation citoyenne est une question majeure, bien sûr. La question de la légitimité d'une décision publique quant à la participation citoyenne est une question majeure aussi, bien sûr. Mais au fond du fond, si on est entre guillemets de gauche, quoi, si on est de cette sensibilité-là, moi je suis plutôt social-démocrate, mais enfin bon, si on est de cette sensibilité-là, la question majeure à mettre en avant sur la participation citoyenne, c'est l'émancipation de la personne. C'est pas l'égalité, comme certains le promeuvent aujourd'hui. C'est pas forcément simplement la question de la discrimination. C'est pas la question de la transparence. C'est pas la question de la légitimité. Quand je dis c'est pas la question, c'est toutes ces questions, mais c'est aussi la question, en réalité, de l'émancipation de la personne. On dit, c'est revenir aux définitions premières du- du- de, de, de ce qui a fondé le Conseil national de la résistance, hein.
Et le Conseil national de la résistance, il n'est pas né de n'importe quoi. Il est né face au fascisme, face au nazisme, face à... Voilà. Donc voilà, je pense que politiquement parlant, c'est à ces questions-là qu'il faut réfléchir et donc s'inspirer en fait de ce qui s'est de philosophes, de penseurs qui s'inscrivent et qui ont nourri ces trajectoires-là. Sur 2026, de toute façon, il n'y aura pas d'élection au suffrage universel direct du Conseil métropolitain. Ça veut dire qu'en gros, ça sera encore dans les communes que va se passer l'élection métropolitaine, alors qu'aujourd'hui, les compétences sont plus là qu'à la métropole que dans les communes. Donc, ça veut dire qu'il faut que le service ou les services de participation citoyenne, ou en tout cas l'élu qui sera la participation citoyenne au niveau métropolitain, ils refondent complètement le service pour se dire qu'en fait, il faut qu'il y ait quelque part un service de participation qui légitime les actions dans chacun des grands axes de la politique publique de la métropole, la mobilité, le plan climat, etc. Il faut que ce service-là s'empare de tout ça pour donner une légitimité par rapport à une élection qui n'en donnera pas. Dernière question pour aller vite. Moi, je pense que ce qui est plus préoccupant aujourd'hui, c'est pas tellement c'est bien sûr la montée de l'extrême droite, mais c'est surtout l'alignement entre les GAFAM et les MAGA, pour dire la chose rapidement, hein. C'est ça qui est quand même plus préoccupant. Mais moi, je donne un cours à Sciences Po qui s'appelle Ce que le numérique fait aux politiques. C'est-à-dire que montrer que le monde de l'algorithme aujourd'hui, qui crée les bulles informationnelles et qui crée cette illusion-là que on est dans un monde où une majorité de personnes pensent comme nous. Cette modification radicale des politiques qui dominent les algorithmes et qui s'alignent en réalité sur d'autres objectifs politiques, c'est le danger suprême aujourd'hui, parce que ça transforme en réalité la sphère informationnelle. Et la sphère informationnelle, c'est la base de la participation citoyenne. Voilà. Et puis, dernière question. Excusez-moi, je vais hyper vite, hein, parce que moi, après, mais bon, en allant hyper vite aussi, quel conseil pour une VP ou un VP sur le sujet de la participation citoyenne pour le prochain mandat? Bah, écoutez, j'en ai beaucoup, mais je vais pas peut-être tout dévoiler. Mais là, il y a des réflexions assez profondes qui se nouent, en tout cas, dans mon mouvement politique à Grenoble, etc. Mais le conseil majeur que je donnerais, c'est l'innovation. Innover, innover, innover. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. C'est véritablement le rôle d'un élu de proposer des expérimentations, quitte à se tromper. C'est pas gênant. C'est ça qui est important. Et donc, du coup, on voit bien que la question du rapprochement entre une politique culturelle et une politique de participation citoyenne revêt un sens tout à fait particulier. Donc, c'est des choses qui sont à travailler, effectivement. J'arrête là, peut-être qu'on peut... Enfin, Et je sais pas si tu comment avais une baguette magique, s'il y a quelque chose que tu n'as pas fait pendant ce mandat et que tu aimerais faire, si, mettons, tu étais élu lors du prochain mandat, ça serait quoi? Ou quelque chose que tu n'aurais pas pu faire? C'est difficile à dire parce que ce que je dirais spontanément en tant qu'élu sur ma délégation, c'est de dire augmenter, on va dire, les moyens humains, RH, etc. de la délégation. Mais moi, j'ai une vision qui est une vision globale. Donc, je sais que si j'en prends un peu plus, ça veut dire que d'autres vont en avoir un peu moins, vous voyez? Donc, je suis pas dans ce rapport-là. Non, alors c'est pas un regret, enfin, c'est pas un coup de baguette magique, c'est essayer d'inscrire ce qu'on fait dans une sorte de récit, pas national, de récit local. C'est-à-dire de donner un sens assez profond par rapport à l'histoire de notre territoire, par rapport à ce qu'il est en termes de sentiment d'appartenance des uns ou des autres, sur la question de la participation citoyenne. Parce que je suis convaincu, en fait, que nous ne sommes que des petits cailloux blancs, vous savez, sur un chemin qui d'une certaine manière nous échappe, mais dont on peut participer à tracer la trajectoire. Et je pense que chacun des élus qui prend ses responsabilités, il a pendant un temps donné cette responsabilité-là de mettre ces deux, trois pierres sur ce chemin-là, ces deux, trois cailloux blancs. Ok. Sur l'avenir, Oui. pour 2026, vous nous avez fait remarquer tout à l'heure que vous utilisiez pas mal les mini-publics.
Et dans le milieu de la participation citoyenne, le passage du mini-public et au grand public est une question récurrente et non résolue. Mm. Quel conseil vous donneriez ou vous donneriez à vos successeurs pour que les mini-publics aient un impact global et d'une part, ce qui n'est pas la même chose, et d'autre part, comment passer du mini au grand public? Est-ce que Ouais, vous bah, avez des idées là-dessus? Vous n'êtes pas obligé, hein. non, Nous-mêmes, on non. se casse le nez là-dessus. Donc, Ouais, ouais. Mais moi, ça, je sais pas. En tout cas, j'en sais rien. Je réfléchis, hein, mais j'ai pas d'idée comme ça préconçue. Sinon, passer par le domaine de la culture, quoi, d'une certaine manière, sur le passage du mini public au grand public. Mais là encore, ça prend aussi du temps. hmm. Mais j'ai pas d'idée a priori, mais je conviens avec vous que c'est une question majeure pour le prochain mandat. Et sur la première question, redites-la parce que j'avais le truc en tête Non, et j'ai. c'est la même question que que j'ai formulée deux fois de façon différente. Donc, Non, merci. non. Après, sur le mini public, si. Sur le mini public, disons, pour lui donner un poids dans l'appareil institutionnel, il faut le lier à un engagement préalable. Vous savez, quand on a fait la Convention citoyenne pour le climat au niveau de la métropole, moi, je me suis battu. Ça a été le bras de fer, un vrai bras de fer, hein, pour que toutes les propositions qui seraient faites soient examinées et votées en conseil métropolitain. Et là, c'est compliqué parce que vous êtes face à d'autres élus qui, dans leur délégation, vont vous dire, attendez, mais non, mais ça va pas le truc, parce que si jamais on propose un machin qui fait que ça va modifier profondément la structure budgétaire ou ça va impacter les mesures qui sont en cours, etc., ça, c'est très difficile à négocier. Et ça, c'est le rôle de l'élu, quoi. D'ailleurs, il va aller voir ses collègues, il va leur dire, bah si, à condition que le président, et puis on va dire que le cabinet, et puis qu'il y a un certain nombre aussi d'élus qui suivent, hein, bien sûr. C'est-à-dire que ça soit un peu aussi dans l'air du temps, d'une certaine manière. Mais par contre, non, mais je reviens sur ce que vous disiez sur la question passage mini-public, grand public. C'est une vraie question. Je pense que c'est assez facile sur la question de l'information et de la conscientisation, sur la question du changement de comportement. Je suis pas sûr que ça passe par là, je sais pas. Merci beaucoup. Mm, mm. Merci. Je vais peut-être donner la parole à David pour conclure, parce que il est l'heure. Oui, il Merci est beaucoup. 14h01 pétante. Donc, un grand merci. Pascal, je vous propose qu'on clôture parce que Mm, c'était sur voilà, petit format, sur une pause déjeuner. Je mm, souhaite mm, bien respecter le timing et libérer mm. tout le monde. Et vous en premier, Monsieur Couer, un grand merci à vous. Parce que je pense qu'on a pu aborder plein de choses sur votre parcours, sur votre engagement, sur les spécificités de votre territoire, sur Mm, les relations entre différents niveaux de collectivité, la démocratie environnementale. Et on a même parlé mm, de numérique et d'innovation, hein. Vous avez aussi pas mal parlé d'innovation et vous encouragez, si j'entends bien vos mots de mm, conclusion, à ce que les listes pour 2026 se saisissent de cette question, hein, de poursuivre les innovations mm, démocratiques. mm. Donc, un grand merci à vous pour cette contribution à cette série de grands entretiens. On donne rendez-vous à tout le monde le 27 janvier, je crois, pour le prochain à 11 heures avec Ombline Dagicourt, qui est élue à Poitiers, à une liste citoyenne, hein, qui avait fait parler d'elle à l'époque de 2020. Et puis aussi au REP, on peut en parler, Sylvie, les rencontres européennes de la participation. Nous montons un atelier aussi sur le sujet ambition pour la démocratie participative en 2026, où il s'agira d'écrire à plusieurs mains un programme fictif, mais qu'on espère réel, pour bien placer la participation citoyenne. C'est bien ça, Sylvie, je dis pas de bêtises. C'est C'est l'objet de ça. l'atelier. Donc, ça sera fin mars à Strasbourg. Euh, En espérant d'ailleurs que vous serez nombreux et nombreuses à Strasbourg. On a entendu que les collectivités avaient des difficultés pour dégager des fonds là, pour les frais de déplacement. J'espère que ça ne vous impacte pas trop dans ces temps d'austérité budgétaire pour le secteur public. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Juste une beaucoup. chose, quelqu'un a À compris bientôt. 25 janvier, c'est 27 janvier à 11h. 27, 27, Et vous avez 27, toutes 11 les heures. informations sur le site de l'ICPC. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et vous inscrire aussi au temps préparatoire. Merci beaucoup, Pascal. Vraiment, merci beaucoup. On a enregistré. Donc, d'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement et vous retrouverez